Oh, oh, oh. J'ai apporté les cadeaux pour le petit Daniel. Bon, il n'a pas été très sage cette année, mais il mérite bien un petit cadeau quand même, hein. Parce que... Oh merde. Oh le coup. Oh, j'ai plus rien. Ça vous dérangerait pas de me dépanner sur ce coup-là? C'est vous qui allez lui offrir son petit cadeau. Et pour le faire, mettez plein de likes. Genre dès maintenant à cette vidéo. Et en commentaire, mettez Joyeux Noël. Et si vous le faites pas, l'année prochaine, je vous apporterai pas de cadeau. Allez, gros bisous. Et Joyeux Noël, mes petits. Oh, 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 oh. Bonjour tout le monde. Oh non! Dites pas que je l'ai encore loupé! Bon, heureusement que je vous au moins. Mais tous les ans c'est pareil. En plus, il me laisse jamais de cadeaux. Et vous, ça s'est bien passé Noël? Vous avez eu de beaux petits cadeaux? Eh ouais, c'est déjà l'avant-dernière vidéo du mois Yagada. En même temps, tant mieux parce que je commence à plus avoir de chemise moi. La prochaine et la dernière, on va finir en beauté. On va parler des lieux mystérieux de la Russie numéro 3. Donc encouragez-moi pour cette ligne droite finale là. Allez! Et maintenant, replongeons-nous dans l'histoire mystique et incroyable de Moscou. Parce que je vous assure que les pyramides de Joseph, c'est pas les Trump Towers, hein. C'est un projet fou, ambitieux, mystique et surtout capricieux de Staline. Vous aimez les mystères? Eh ben là, la réalité et les anecdotes incroyables dépassent tout mystère qui circule sur ces bâtiments. Bon, on va quand même aborder 2-3 théories assez flippantes, donc essayez de pas faire dans votre froc. Alors dites-moi, mes Yagadagadowns, êtes-vous prêts à découvrir le projet titanesque de Iosif Vissarionovitch Djougashvili? Alors, c'est parti! Les mystères et faits incroyables sur les 9 gratte-ciels soviétiques. En 1947, après la guerre et une année très pauvre en termes de récolte agricole, l'URSS compte pas loin de 1,5 million de morts. Je vous raconte pas l'ambiance, hein. C'est la pauvreté et la famine à chaque coin de rue. Et souvent, il n'y a même pas de coin. Et il n'y a même pas de rue, parce que tout a été détruit. Mais c'est aussi l'anniversaire des 800 ans de Moscou. Joseph Staline a donc le choix entre apporter à son peuple soit du pain, soit des jeux, enfin, du spectacle. Et à croire qu'ils étaient déjà tous intolérants au gluten parce que il n'y a pas eu de pain. Non, no pain, no gain. C'est pas dans la bouffe qu'il a investi. Hein. Ah non, tout au contraire. Parce que le 7 septembre 1947, à 13h très précisément, dans 8 endroits différents de Moscou, ils ont déposé la première brique des 8 futurs bâtiments staliniens. 8 pour les 800 ans de Moscou, et aussi parce que c'est un lemniscat, donc ça représente l'infini. Beaucoup d'astrologues expliquent que leur nombre, leur emplacement et la date et l'heure à laquelle ils ont été fondés assurent à ces pyramides une énergie cosmique puissante et un destin incroyable. Et ils n'ont pas eu tort. Le palais des soviets. Je sais ce que vous allez me dire, c'est wow, attends. Dans l'intro, tu nous parles de 8 bâtiments, là tu nous parles de 9 bâtiments, tu sais pas compter ou quoi? Non, tout au début de ces folies de grandeur, en 1930, il devait y avoir un seul gratte-ciel. Et c'est celui-ci. C'était censé être la réponse aux USA sous forme d'un gratte-ciel. Une réponse alors que personne n'avait posé de questions. Mais Staline était jaloux de l'architecture et de la popularité de Manhattan, donc il a pété un câble. Puis il comprenait qu'il fallait laisser sa trace dans l'histoire. Marquer le coup, quelque chose qui dans quelques siècles fera oublier tous les gens qu'il a massacrés. Donc pour la gloire de sa grandeur, Joseph ordonne de construire le building le plus haut du monde. 420 mètres d'architecture magistrale et luxueuse, avec, pour couronner le tout, une statue de Lénine juste au-dessus. Comme une petite cerise sur le ghetto. La calvitie la plus haute du monde. Ils ont même commencé à préparer le terrain. Genre en 1931, ils ont détruit l'église du Saint-Christ Sauveur. Ils se sont dit, oh c'est un bon emplacement ça, on va juste dégager la petite église qui gêne là et ça va être parfait ici. Alors c'est triste, mais c'est aussi un peu le karma. Parce qu'en 1837, ils avaient détruit un monastère pour construire cette église. Très russe ça, de détruire un monastère pour construire une église. Ils posent les fondations, mais en 1941, la guerre arrive. Alors, non, je suis pas con, c'est juste qu'en Russie, la guerre c'est 41-45 et non pas 39-45. Donc tous les matériaux de construction sont envoyés au front ou alors sont utilisés pour défendre le pays. Donc, comme on dit... Pas de pierre, pas de construction.
Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Donc, pas de palais des soviets finalement. Staline, il se dit, bon, t'inquiète, je le ferai plus tard. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire de ces fondations qu'on a creusées? Parce que ouais, ça reste comme ça pendant super longtemps et surtout, c'est super moche. On a qu'à faire un nouveau bâtiment? Non, je peux pas, j'ai piscine. Ah non, mais c'est même pas une vanne. Vraiment, ils ont construit une piscine. Alors, attention, on parle pas d'un pataugeoire pour bébé, non. On parle de la plus grande piscine extérieure au monde, à la place de l'ancienne plus grande église de Moscou. Donc, tout va bien. Imaginez juste s'il y avait une piscine à la place de Notre-Dame. Ça c'est l'état d'esprit soviète. Les mecs sont aware. Ils ont commencé les constructions en 1958. Et la piscine du nom de Moskva a été ouverte en juillet 1960. À la base, ils voulaient même la remplir avec de l'eau de mer carrément. Enfin, tant que c'est pas avec de l'eau de la rivière Moskva, tout va bien. C'est comme la Seine niveau propreté. L'entrée coûtait 1,50 rouble. Ouais, exactement ces billets là. Genre là, je pouvais entrer 2 fois. C'est ouf, on dirait des billets de Monopoly. C'est tellement c'est petit, regardez. Ouais, après, faut pas déconner non plus. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, 1,50 rouble, c'est environ 1 litre d'huile à l'époque. Et c'est le gros carton. Jusqu'à 20 000 visiteurs par jour. Et ça fait 20 000 litres d'huile quand même. C'est pas mal. En forme de cercle et ouvert toute l'année, donc comme une pizza 4 saisons. Parfois on l'a fermé en période de grand froid, mais non pas parce qu'il faisait trop froid, non. Car les sauveteurs ne voyaient rien avec toute la vapeur et tout le brouillard qui s'en dégageait là. Et vu que l'histoire du lieu est quand même bien glauque, y a des gens qui se plaignaient aussi de voir des fantômes dans tout ce brouillard là. Mais avec les années, malheureusement, elle commence à se dégrader, ça arrête pas de faire pipi dedans. Donc elle est de moins en moins fréquentée. Les bâtiments à côté se plaignent de la rouille causée par la vapeur dégagée par la piscine. Pour vous dire, sur ces dernières années d'existence, pour gratter un peu de sous, elle est même devenue un club nocturne aquatique. Genre une boîte de nuit, toujours à la place d'une église. Donc finalement, en 1994, ils se disent, allez, on arrête les frais, on ferme le projet, et ils décident de reconstruire la même église par-dessus. Genre la même. Et en 1999, la cathédrale du Saint-Christ Sauveur est enfin inaugurée à nouveau. Donc elle a repris du service, même encore plus qu'avant, mais il paraît que c'est toujours la grosse ambiance pendant les messes. Bâtiment administratif sur Zaryadye. Le second bâtiment qui n'a jamais vu le jour, c'est le gratte-ciel sur Zaryadye. Alors surtout, ne le confondez pas avec le palais des soviets, qui n'a rien à voir. Non, celui-là, il faisait bien partie du projet de base des 8 bâtiments sœurs de 1947. Ça devait même être la plus grande des sœurs. Et c'était un bâtiment administratif. Donc juste, imaginez, 275 mètres de bâtiment administratif. 32 étages de guichets bureaucratiques avec des secrétaires désagréables. Vous voyez comment c'est relou la paperasse administrative française, hein? C'est le level débutant pour les Russes. Formulaire vert, guichet 14, premier étage, escalier F, couloir T. Formulaire marron, guichet 56, 6ème étage, escalier P, couloir I. Formulaire je vous jure, je suis sûr que si ce bâtiment avait existé, il y a des gens qui se seraient suicidés directement depuis la file d'attente. Donc, d'un côté, heureusement que cette pyramide de paperasserie n'a jamais existé finalement. La fin de chantier était prévue pour 1958, mais après la mort de Staline en 1953, ils se rendent compte de l'aberration du projet. Cette extravagance leur a coûté déjà suffisamment cher comme ça, donc ils arrêtent les constructions. Mais comme pour le palais, les fondations sont déjà posées. Donc que faire de tout cela? Non, ils vont pas encore faire une piscine. Mais quand même, rien ne se perd, tout se transpose. Ce qui est marrant, c'est que ces fondations et armatures ont été démontées et utilisées pour construire en 1956 la fameuse arène sportive des Loujniki, la plus grande de Moscou. Ouais, on dirait que tout est le plus grand. Ouais, là c'est les images de l'époque. C'est ouf, on dirait le Super Bowl. Et je peux vous assurer que vous le connaissez bien ce stade. Même très très bien. Parce qu'en 2018, c'est dans ce stade que la France est devenue championne du monde de football. Alors, ramenez la coupe à la maison. C'est de là-bas qu'ils l'ont ramené. Mais malgré le fait qu'ils aient enlevé des armatures, il y avait quand même un putain d'espace prévu pour le gratte-ciel qui faisait tâche. Surtout en face du Kremlin. Tiens, le chef d'État, il en pouvait plus de voir une mare à grenouilles là, à chaque fois qu'il sortait fumer une clope sur les balcons du Kremlin. Et surtout, il fallait ramener des sous à la maison. Donc, il décide de construire un hôtel. L'hôtel Rossiya. Ce qui veut dire Russie en russe. Beaucoup plus fonctionnel et moins pompeux en termes d'architecture. Mais par contre, on n'oublie pas d'en mettre plein la vue au monde entier.
Et donc, je pense que vous l'avez deviné, oui, c'est le plus grand hôtel du monde. Non mais je vous jure, je déconne pas, ça a été même rentré dans le Guinness Book des records. 3182 chambres, la meilleure vue sur le Kremlin de tous les hôtels de la capitale. Énormément de films magnifiques qui ont été filmés, justement pour la vue. Такие люди, как в этом гостинице, я нигде не видел. Puis c'était l'hôtel le plus connu de la Russie aussi. Sauf qu'à la chute de l'URSS, les années 90 arrivent, et vous savez que c'est pas Jojo les années 90 en Russie, et du coup cet hôtel devient vraiment l'épicentre de la mafia russe et de bandits en tout genre. Déjà historiquement, le quartier de Zaryadye a toujours été un peu le chef-lieu du grand banditisme, limite depuis le Moyen-Âge. Pendant le communisme, ils ont un peu nettoyé la zone avec quelques allées simples goulags, mais comme on dit, chasse le mafioso, il revient au galop. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur la mafia russe ? Si c'est le cas, commentez mafia en masse. Et je peux vous dire que j'en connais un rayon sur la mafia russe, malheureusement. Ah c'est pas pour rien que je suis parti en France, hein. Finalement, ils ont détruit l'hôtel Rassia. Enfin, ils l'ont fait très doucement parce que c'est quand même en face du Kremlin. Tout ça pour mettre une fin au banditisme, au proxénétisme et au trafic dans ce quartier. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens se sont indignés de la destruction de cet hôtel mythique. Du coup, ils l'ont expliqué officiellement. Parce que il ne rapportait plus d'argent. Il coûtait trop cher à la capitale, donc vaut mieux le raser et construire quelque chose de plus bénéfique à la place. Et donc Poutine arrive et il propose de construire un parc. Ah oui, hein. C'est bien connu qu'un parc, ça rapporte beaucoup d'argent, hein. Non mais juste, ça confirme encore une fois l'hypothèse de la guerre contre la mafia. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils allaient construire un autre hôtel, un restaurant ou un casino, ça allait repartir de plus belle. Non, fallait un parc, comme ça, pas moyen de faire d'oseille dessus. Mais par contre, c'est un putain de parc, hein, attention. Et surtout, il y a un pont en lévitation. Ah, ça c'est une vraie petite merveille, ça, hein. Moi, j'ai découvert dans le clip avec Timothy. Bâtiment d'habitation sur Katielnik. Je sais pas si ça se dit bâtiment d'habitation, mais c'était pour préciser que c'était pas un bâtiment administratif, non, c'était un bâtiment avec des vrais appartements. Alors vraiment, un de mes préférés, esthétiquement et historiquement aussi. Beaucoup de stars soviétiques y ont habité, vraiment des têtes d'affiche de ouf, des scientifiques. Pour vous dire, même le fils de Staline était installé dans un de ces appartements luxueux. Attention, là on parle de luxe à la soviète. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'ils cassent le cul à des résidences de LA ou Dubaï. Surtout en termes de services. Ah oui, il y avait quasi tout à l'intérieur. Des magasins, des coiffeurs, une bibliothèque, une blanchisserie, une poste et même un cinéma. Imaginez, t'as un cinéma dans ton bâtiment. Je te jure, je viendrai avec ma propre bouffe. Un des gros problèmes de ces appartements, c'était que les cuisines étaient vraiment minuscules. 4-5 mètres carrés à peine. Mais parce que c'était pas fait pour cuisiner. Non, le slogan qui cartonnait à l'époque, c'était « À bas l'esclavage de la cuisine ». Le travail et la routine familiale étaient considérés comme un fardeau et un parasite sur le chemin de la réussite socialiste et d'un futur utopique. Alors, parents au foyer, c'était pas considéré comme un travail du tout. Une femme n'a rien à faire à la cuisine, qu'il disait. Non. Non, parce qu'elle doit travailler à l'usine. T'es malade ou quoi? Il y a des missiles et des navettes spatiales à construire. Y a pas le temps de cuisiner et faire la vaisselle. Il y a les Américains derrière qui nous pressent. Et du coup, on se demande, comment ils bouffaient? Et c'est juste incredible parce que dans le bâtiment, il y avait une cantine gratuite. Pour tout le monde. Enfin, pour tous les habitants du bâtiment. Tu descends pour manger ce que tu veux ou alors tu prends en portée. Et en termes de déco, tous les meubles et même la vaisselle et la déco, c'était les mêmes partout. Disposés de la même façon. Les armoires étaient clouées, les tables collées, les chaises emboîtées. Bon, ok, peut-être pas les chaises, ça ils pouvaient les déplacer. Mais par contre, tous les ans, il y a un mec qui venait pour faire l'inventaire, de tous les meubles, de toute la vaisselle, pour voir si rien n'avait disparu, rien n'a été cassé, ou rien même a été déplacé. Oui, parce qu'il n'y avait pas le droit de déplacer les meubles. Ouais, donc ton feng shui, tu t'assois dessus. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, c'était pas réservé aux simples mortels, non. Que pour les gros bonnets. Des acteurs, chanteurs, auteurs, même l'architecte de ce bâtiment, Tchétchoulin, habitait dedans. Tchétchoulin d'ailleurs, ce qui est marrant, qui a construit après l'hôtel Rassia. Alors j'ai été voir si on pouvait louer des appartements là-bas, sur Airbnb, pour moi et même pour vous si vous y allez, et c'est grave le cas. Bon, c'est pas donné, ça coûte entre 50 et 150 euros par nuit, mais franchement, vu la symbolique et l'histoire du lieu, moi, obligé, la prochaine fois que je vais à Moscou, je prends un appartement là-bas. L'hôtel Ukraine.
Alors lui, en termes d'architecture, il est magnifique aussi. Je le vois souvent de loin comme ça quand je suis à Moscou. Ouais, parce que c'est trop cher, j'ai l'impression, si je passe trop près, ils vont me prendre de l'argent. L'hôtel Ukraine est donc le bâtiment qui a été terminé de construire en dernier. En 1957, donc bien après la mort de Staline, et bien après le début de la lutte contre le gaspillage architectural. Oui, parce qu'en 1955, il y a une loi qui passe pour dire « Allez, on arrête les constructions de malades là parce qu'on a plus d'oseille. » Ouais, il a jeté un coup d'œil sur les fonds de caisse, et il s'est dit ok. Bon, je crois qu'avec tout le pays là, on va devoir manger des pâtes, mais pendant très longtemps. Donc par chance, ou par magie, je sais pas, ils ont laissé les architectes terminer de construire leur bâtiment comme ils avaient prévu à la base. C'est-à-dire avec tous les ornements et les décorations beaucoup trop chers. Ah ouais, il y a des bâtiments qui ont eu beaucoup moins de chance que l'hôtel Ukraine. Ils étaient en train de se faire construire, en 55, on leur a dit « stop, c'est fini hein. Non, c'est fini, non. » On dirait comme une copie de bac qu'on te retire. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que cet hôtel allait devenir le plus grand d'Europe. Bah oui. Il allait servir du coup à accueillir énormément de délégations étrangères. Et il fallait surtout pas perdre la face au monde. Et du coup, en tant qu'hôtel le plus peuplé par les étrangers, c'était aussi celui le plus peuplé par les agents du KGB. Ouais, c'était du côte-à-côtisme. Il y a une anecdote magnifique qui circule. Alors, il faut savoir que pendant l'URSS, dans les hôtels, ils pouvaient mettre plusieurs personnes qui se connaissent pas dans la même chambre d'hôtel. Genre, c'était considéré normal. Donc un soir, comme ça, dans une chambre, il y a 4 mecs qui font un peu la teuf. Il y a 3 étrangers et un russe. Et là, ça commence à rigoler, à monter la voix, et ça commence à raconter des vannes un peu anti-état. Et là, le russe, il dit aux autres, genre, les gars, chut. Vous savez que toutes les chambres, elles sont surveillées, là. Les gars, ils y croient pas du tout, ils sont un peu pétés, ils disent « Ouais, c'est ça, mon cul sur la commode à Staline aussi, pfff. » Et là, pour gaulerie, le russe, qui est un peu pété aussi, il se baisse vers la prise électrique, et il dit dedans, genre « Bonsoir, j'aimerais 4 thés dans la chambre 218. » 5 minutes après, ils entendent toc toc toc, c'est la servante avec 4 thés. Les gars, ils changent de visage, ils prennent le thé, ils disent merci, ils se couchent direct. Le lendemain matin, le russe, il se réveille, et là, il voit qu'il est tout seul dans la chambre. Donc il commence à paniquer un peu, il se dit qu'est-ce qui se passe? Là t'as la femme de chambre qui rentre et il dit excusez-moi, ils sont où les camarades qui étaient avec moi hier soir? Et la femme de chambre lui dit bah ils ont été amenés, qu'est-ce que vous croyez? D'ailleurs vous êtes restés parce que le général a beaucoup apprécié la blague avec la prise électrique. Voilà le genre d'ambiance qu'il y avait à l'hôtel Ukraine à l'époque. D'ailleurs qui est maintenant devenu un Radisson Hotel, hein, ça a été racheté. Mais bon, moi, je préfère ne pas y aller quand même. L'université de Moscou du nom de Lomonosov. Donc le plus grand des buildings staliniens. Alors, je vous en ai déjà pas mal parlé dans la dernière vidéo, mais il me reste quand même 2 anecdotes très mystérieuses et très incroyables. La première, c'est qu'ils hésitaient énormément sur le design de cette université. À la base, ils voulaient partir sur une base d'église. Mais au lieu des singes, genre avec des symboles soviétiques. Ensuite, ils se sont dit, non, on va faire juste un gros building tout seul, genre comme aux États-Unis. Et sur la pointe, on va mettre une statue de Staline en or. Et Staline, il est arrivé, il a dit non. Il y aura une statue de moi sur un bâtiment seulement après Lénine. Et donc apparemment, ces statues auraient été dérobées et cachées sous l'université de Lomonosov. Oui, parce que maintenant, genre, c'est quasi officiel qu'il y a carrément un monde souterrain sous cette université. Alors certains disent qu'il y a des cellules de prison et des chambres de torture. Vraiment, vous croyez que les étudiants souffrent pas assez comme ça? Et il y a des grosses théories sur le fait qu'il y a tout un système réfrigérant du sol, dans le sous-sol, quoi. Alors, non, c'est pas pour boire des bières fraîches, non. C'est parce que le terrain apparemment est beaucoup trop mou et l'université risque de s'enfoncer dans le sol. Du coup, il faut rendre le sol beaucoup plus solide en le faisant réfrigérer. C'est un truc de taré quand tu y penses comme ça. Ouais, mais pourtant, il y a des scientifiques qui sont formels. Genre, s'il n'y avait pas ce système réfrigérant, toute l'université de Moscou s'enfoncerait dans la rivière de Moskva en 1 semaine. Le jour où t'as pas révisé tes partiels, au moins, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut trouver la prise du système réfrigérant et la débrancher. Maison d'habitation sur la place de Kudrinskaya. Donc voilà, la deuxième maison d'habitation avec des appartements, donc il n'y en a que 2 en tout. Et celui-ci se trouve sur la place de Kudrinskaya, qui d'ailleurs entre 1922 et 1925 portait le nom du poète révolutionnaire français Eugène Pottier. Ouais, c'est celui qui a écrit les paroles de l'Internationale. À l'Internationale. Mais non, mais pas la chanson de Tal. L'hymne des communistes français. L'Internationale sera les gens humains. On a sauté. Dans ce temps, je te jure, je prends note. Ouais, il a dû confondre aussi avec la chanson de Tal. On l'appelle souvent la maison des aviateurs,
car elle a été commandée par Aviaprom. En gros, c'est le Dassault de Russie. Ce bâtiment logeait principalement des aviateurs soviétiques de renom. Des sols en granit, des murs en marbre, en veux-tu, en voilà, non merci, si quand même. Et la petite particularité de celui-ci, c'est qu'il était à la pointe de la technologie. Genre, limite, pour aujourd'hui, ça reste incroyable. Dans les 450 appartements, il y avait d'office des frigos intégrés, des broyeurs de déchets, des vides ordures, et même un système d'aspirateur central. Je suis sûr que vous voyez même pas ce que c'est. Ouais, c'est incroyable, genre, il y a des prises d'aspiration dans le mur. Genre, tu branches ton tuyau comme dans une prise de courant. Alors, est-ce que c'était pour en mettre plein la vue aux Américains? Oui, parce que l'ambassade américaine se trouvait genre juste sous les fenêtres. Oui, d'ailleurs, et c'est pour cela que les 2 derniers étages étaient occupés par les agents du KGB, qui, à l'aide de matos au top de la technologie aussi, mettaient l'ambassade sur écoute, ou la surveillaient juste visuellement. Alors, fun fact qui me fait bien marrer personnellement, c'est que après la chute de l'URSS, un des responsables de l'espionnage, Vadim Bakatin, a essayé un rapprochement diplomatique vers les USA. Pour marquer en fait un peu la fin de la guerre froide, il a décidé de faire un cadeau aux espions américains en leur transmettant genre toutes les informations qu'ils avaient récoltées et espionnées sur cette ambassade américaine. Et les agents américains, genre, ils ont pas du tout kiffé. Déjà, c'est leur boulot. Il leur enlève un peu le pain de la bouche. Et donc, deuxièmement, parce que apparemment dans le code déontologique des agents secrets, ça c'est pas du tout un truc comme ça, quoi. Oh bah d'accord, bah super, vas-y, l'autre il spoil le tout, là. Tu sais, je voulais le découvrir moi-même. Vas-y, bah tu sais quoi, j'ai même pas envie d'espionner. Non. Beaucoup moins surveillé de nos jours, hein, parce que, par exemple, c'est devenu un des spots préférés des roofers de Moscou. Alors, ils arrivent à rentrer en scred et sortir dehors par les fenêtres sur les paliers, et après, cette bande de malades là, ils montent carrément, genre sur le pic, jusqu'à l'étoile. Faudrait aussi d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les roofers russes, parce que c'est des grands malades aussi. Le ministère des Affaires étrangères. Et on arrive à un de mes bâtiments préférés aussi, en tout cas c'est celui que je connais le mieux, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est le plus américain des bâtiments, typiquement de la néo-gothique new-yorkaise. Et du coup, pour contrebalancer, ils l'ont surdécoré par de la symbolique soviétique. Ça fait bizarre un peu, c'est un peu comme si tu décorais genre un palmier de Noël. Et pour l'histoire incroyable, c'est le seul qui ne devait pas avoir de pointe à la base. Non, genre vous voyez, de base il était prévu comme ça, genre un peu comme un building américain. Mais un soir, l'architecte Mikhail Minkus a été appelé au Kremlin. Bonsoir monsieur Minkus. Ouais, c'est une moustache et une pipe. Vous trouvez pas qu'il manque quelque chose à ce bâtiment? Par exemple vous. S'il vous manquait une tête, ce serait regrettable, non? Voilà apparemment le discours qu'il a tenu face à l'architecte. Donc il y en a qui disent que Staline a pris les plans, il a lui-même dessiné une pointe, d'autres disent qu'il a posé un petit bout de crayon genre sur la maquette, pour dire genre bah, c'est ça que je veux. Et vu que l'architecte Minkus avait toujours la tête sur les épaules, donc il a répondu « Vos désirs sont des ordres ». Et il est parti pleurer, s'arracher les cheveux dans un coin. Donc ça a été construit complètement en speed, genre limite à l'arrache. En plus, le toit du bâtiment n'était pas du tout prévu pour tenir une aussi grosse charge. Ça allait s'écrouler sous le poids de plusieurs étages en pierre comme ça. Donc, ils en ont fait un factice. En fait, ça a été construit en acier léger et ensuite repeint en couleur de granit. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul qui n'a pas d'étoile sur le pic. Oui, parce qu'avec l'étoile, c'était beaucoup trop lourd. Donc c'est creux, il y a vraiment rien dedans, genre juste un escalier en colimaçon pour l'entretien. C'est complètement esthétique. Alors, il n'apporte rien à part une belle vue et beaucoup de problèmes. Regardez, en 2016, ils étaient obligés de le restaurer parce que ça commençait à rouiller. Donc les moscovites ont pu voir pendant quelques mois à quoi devait ressembler le projet de Minkus à la base. Le bâtiment de la place du Portail Rouge. Ce bâtiment semi-administratif, semi-résidentiel se trouve sur la place du Portail Rouge. D'ailleurs, la place n'existe plus. Genre, il y a une toute petite place et c'est surtout un métro. Genre, très compliqué à construire celui-là. Toujours sur un caprice de Staline qui ne voulait surtout pas le déplacer même de 10 mètres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est compliqué? On l'a déjà vu, on fait appel à des prisonniers du goulag. C'est pas les plus qualifiés, c'est pas les plus motivés,
mais en même temps, ils ont pas le choix. Il y a des anecdotes horribles qui circulent sur la mort de plusieurs chefs de chantier. Genre, il y en a un qui était carrément emmuré. Bien sûr, ces prisonniers ont été tous punis par retrait de points de vie. Définitif. Il y avait tout le temps des conflits sur ce chantier entre les travailleurs prisonniers et les brigadiers qui les surveillaient. Et du coup, on raconte qu'ils avaient peur de monter plus haut que le 5e étage. Parce que ensuite, si on te jette, ça devient mortel. Et du coup, ils contrôlaient beaucoup moins les constructions sur les étages au-dessus. Et on raconte souvent que les 5 premiers étages, genre, c'est les mieux construits. Et ensuite, genre, plus tu montes, plus ça devient dangereux. Ah, je peux vous dire, sur les derniers étages, ça glandait, ça se touchait la douille. D'ailleurs, j'ai réussi à retrouver des images rares de construction du dernier étage. Peut-être, hein, mais peut-être aussi que les derniers étages étaient moins bien construits parce qu'ils étaient dans le rush de ouf. Fallait absolument terminer tant que le grand meneur est encore vivant. Oui, parce que niveau santé, ça commençait à sentir les choux-fleurs vapeur. Fallait attaquer les constructions du bâtiment quasi en même temps que la sortie du métro. Donc le sol a été déjà creusé et abîmé par la construction du métro. Et du coup, il était genre très mou. Et donc, comment on fait pour endurcir un sol? Exact. On le gèle. Donc ils ont creusé des canaux comme ça, ils ont descendu un système pour congeler le sol, pour qu'il soit plus simple à creuser. Sauf que, à la fin de la construction, ce sol, il allait dégeler, donc il allait redevenir mou. Donc, comment faire? Les ingénieurs soviétiques ont prévu le post-affaissement. Alors, c'est pas des ingénieurs comme moi qui auraient prévu ça. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, de base, cette tour a été construite en biais. Et du coup, quand le sol aurait décongelé, elle devait revenir à la verticale. Et donc, le jour de la fin de construction et donc de la décongélation du sol, les ingénieurs architectes ont observé en direct ce retour de l'affaissement. Et vous imaginez, genre, le stress des mecs quand ils observaient que le bâtiment revenait petit à petit à la verticale comme ça. À un moment donné, il est devenu vertical et il est reparti dans l'autre sens. Alors là, je pense qu'il y a 2-3 cœurs qui ont lâché, mais finalement ça va. Donc effectivement, il s'est repenché un peu trop de l'autre côté, mais c'était dans les limites du raisonnable. Genre non, c'est pas du tout la tour de Pise quoi, non, c'est quasi invisible. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il reste comme ça en biais. L'hôtel Leningradskaya. Alors c'est le plus petit des gratte-ciel, hein, 126 mètres, ça gratte à peine les pigeons qui volent. Mais par contre, les architectes Polyakov, Zochin et Baretsky se sont rattrapés à l'intérieur. Alors, je sais que de toute façon, sur les 3 architectes, vous allez retenir que Polyakov, hein. Mais c'est pas grave, mais c'est bien même, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Donc, il y a carrément genre des mosaïques au mur, il y a des vitraux sur les carreaux. On se croirait dans une église, limite, c'est-à-dire un sanctuaire. Ah là, ça se voit qu'en termes de budget, ils étaient en roue libre. Alors, question, combien de soviets faut-il pour changer une ampoule? Réponse, 50. Non, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce que le lustre fait 4 étages. Ouais, un lustre comme ça sur 4 étages. Ce qui est marrant, enfin, pas pour les architectes, mais c'est qu'après la mort de Staline, comme je vous ai raconté, Khrouchtchev a commencé une lutte contre le gaspillage architectural. Donc, tout ce qui est un peu stylé, un peu cher, c'est non. On reste dans du fonctionnel. Du coup, il en voulait à mort aux architectes de ce bâtiment, donc Polyakov et les autres. Il les a destitués de toutes les récompenses et les envoyés au goulag. Et ce qui est incroyable, c'est que le bâtiment a été fini de construire en 54 et la loi est passée en 55. Mais lui, il s'est dit, vous savez quoi, c'est goulag rétroactif. Ouais, c'est comme la CAF, c'est sur 2 ans. Et aujourd'hui, cet hôtel fait partie du réseau Hilton. Et franchement, vu le prix qu'ils ont déboursé pour ce bâtiment, les Russes, ils étaient bien contents que Polyakov a fait du bon boulot à l'époque. Et voilà, ça en fait de l'information. Hein. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, oui, franchement, je suis devenu genre un expert en géographie moscovite. Comment je vais saouler tous mes potes, genre avec toutes ces histoires la prochaine fois que je vais y aller. Bon, vu qu'on commence à être décalé là dans les jours, donc la prochaine vidéo va arriver mercredi 29 à 18h. Et comme je vous ai dit, ça va parler des lieux mystiques et mystérieux de la Russie 3. Donc vous savez quoi faire, genre commenter, liker. Vous savez quoi, moi je vous mets un like à vous, moi. Je vous fais des gros checks comme ça là, à tous. Sauf un. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain, genre juste avant le nouvel an, pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt. Ho ho ho.